Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez du plaisir à faire quand même ces cours à distance. Cette fois-ci, nous allons étudier un voyage très particulier dans le corps d'un géant. Il s'agit de celui de Pantagruel. Et donc, par rapport à notre manuel, je suis à la page 166, donc le voyage imaginaire. C'est comme ça que le manuel l'a intitulé. Mais effectivement, on pourrait dire que c'est en fait voyage dans le corps d'un géant. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu cette histoire de Pantagruel et des géants. Rabelais invente une généalogie de géants à partir du grand-père Grand-Gousier. Ensuite, celui-ci a donné naissance à Gargantua, et Gargantua est le père de Pantagruel. Ce sont des géants qui sont en fait issus de l'univers du carnaval. Et à la base, il s'agit véritablement de faire rire les gens. Pantagruel est en fait un petit géant à la base qui est très comique et qui met du sel dans la gorge des gens. Et donc en fait vous avez soif et vous avez envie de boire. Et c'est pour ça que vous avez évidemment beaucoup de métaphores sur le vin et sur la nourriture dans ces histoires sur les géants, puisque vous avez en tout 5 livres écrits par Rabelais. Le premier est Pantagruel, même si, vous avez bien compris, Gargantua est aussi un autre livre de Rabelais, mais celui-ci a été écrit après Pantagruel, même si il parle du père de Pantagruel. Vient ensuite le tiers-livre, donc le troisième livre, puis le quart-livre, et enfin le cinquième livre. Dans cette geste de géant, on est toujours en quête. Donc on part toujours en voyage pour chercher quelque chose, et notamment pour chercher l'oracle de la dive bouteille. Donc vous voyez qu'on retrouve toujours l'univers de la boisson, afin de savoir si l'un des amis de Pantagruel doit se marier ou non. Vous voyez que donc c'est une question éminemment existentielle qui est réglée par la boisson, puisque la dive bouteille dira drink, c'est-à-dire bois. Donc il ne reste plus qu'à boire, quel que soit le choix que vous avez pris. Donc cet univers de la boisson est extrêmement important, parce que la boisson passe par la bouche, par le gosier, et évidemment le nom de Gargantua, le nom de Grand-Gousier ont un rapport avec la gorge, avec cet organe très bizarre, avec ce point de l'anatomie humaine très bizarre, puisqu'il sert à la fois à boire, à manger et à parler. Et comme nous avons déjà fait le cours sur la parole, vous savez que la parole, c'est aussi le moyen de comprendre la pensée d'autrui. Donc c'est un lieu extrêmement symbolique. Et là, le fait de voyager à l'intérieur de la bouche d'un géant, c'est évidemment pour essayer de comprendre comment fonctionne aussi tout cela sur un plan métaphorique, évidemment. Je vous lis notre passage. Mais ô dieux et déesses, que vis-je là? Que Jupiter me terrasse de son triple foudre si je mens à ce sujet. J'ai cheminé comme l'on fait dans l'église Sainte-Sophie à Constantinople. Et j'y vis des rochers, aussi grands que les monts de Danzig. Je crois que c'était Sédan. Et de grands prés, de grandes forêts, de puissantes et grosses villes, aussi grandes que Lyon ou Poitiers. Partant de là, je passai entre les rochers, qui étaient Sédan, et je réussis à monter sur l'une d'elles. Là, je trouvai les plus beaux lieux du monde, de beaux grands jeux de pommes, de belles galeries, de belles prairies, beaucoup de vignes et une infinité de fermettes à la mode italienne, dans les champs pleins de délices. Là, je demeurai bien 4 mois, et je ne fis jamais meilleure chère qu'alors. Puis je descendis par les dents de derrière pour aller aux lèvres. Mais en passant, je fus détroussé par des brigands, dans une grande forêt qui est vers les oreilles. Puis, en redescendant,
je trouvai une petite bourgade dont j'ai oublié son nom, où je fis encore meilleure chère que jamais, et où je gagnai un peu d'argent pour vivre. Savez-vous comment? À dormir. Car on loue les gens à la journée pour dormir, et ils gagnent 5 et 6 sous par jour. Mais ceux qui ronflent bien fort gagnent bien 7 sous et demi. Je racontai au sénateur comment on m'avait détroussé dans la vallée. Ils me dirent qu'en vérité, les gens qui vivaient au-delà étaient malfaisants et brigands de nature. À cela, je vis que, de même que nous en avons des contrées en deçà et au-delà des monts, de même, ils en ont en deçà et au-delà des dents. Mais il fait bien meilleur vivre en deçà, et l'air y est meilleur. Là, je me suis mise à penser qu'on ne se trompe pas quand on dit que la moitié du monde ne sait pas comment l'autre vit, vu que personne n'avait encore écrit sur ce pays-là. Bien, alors, je vous avais demandé quel point commun vous pouviez voir avec cet autre texte et ce texte-ci. Il est bien évident que le point commun, c'est le thème du voyage. Et justement, je vais utiliser ce thème du voyage, ce thème de la découverte des autres mondes ou de l'autre monde, comme on a vu dans Cyrano de Bergerac ou comme on a vu avec les cannibales chez Montaigne. Donc je vais me servir de ce thème du voyage pour en trouver finalement, pour fonder mon questionnement sur ce texte. À quel voyage finalement nous invite Rabelais en faisant en sorte que le narrateur, peut-être François Rabelais, mais en tout cas que le narrateur, se mette à voyager dans la bouche d'un géant. Bien sûr, vous voyez tout de suite qu'il y a là l'influence des voyages et des grandes découvertes du début du XVIe siècle. Vous voyez aussi qu'il y a peut-être une certaine curiosité pour le corps humain, puisque le corps du géant Pantagruel est le corps d'un être humain, sauf qu'il s'agit d'un géant. Or, cette curiosité pour le corps humain est un petit peu dangereuse parce qu'à cette époque-là, la dissection est interdite. Même si Ambroise Paré en a fait quelques-unes. Elles sont toujours interdites, hein. Il fait quelque chose de totalement illégal et d'extrêmement dangereux s'il est pris. On sait que François Rabelais, puisqu'il a été médecin, a pu suivre lui aussi des dissections, toujours de manière totalement interdite. Donc peut-être que utiliser ce géant, qui est quelque chose d'un petit peu merveilleux, permet de parler ou de décrire une réalité sans être trop inquiété par les autorités religieuses de l'époque. Et effectivement, on va ici se rendre compte qu'on assiste à un voyage comique, puisqu'on est dans la bouche d'un géant, qu'on est dans la bouche d'un monstre, et cela fait référence au texte qui est juste en face, le texte écho, donc à la page 167 de Lucien de Samosate, qui écrit Histoire vraie, et qui imagine bien sûr que des êtres humains ont été engloutis dans la bouche d'une baleine. Donc on est dans le ventre d'une baleine, et bien sûr cela rappelle l'histoire de Jonas dans la Bible, qui a vécu pendant très longtemps dans le ventre d'une baleine, avant d'accepter d'être prophète de Dieu. Bien sûr, vous voyez aussi que c'est la même allusion que l'on rencontre dans Pinocchio, puisque le père de Pinocchio a été englouti par une baleine et qu'ils finissent par s'en sortir tous les deux. Donc c'est l'histoire en fait d'un monstre dans lequel on est avalé. Et cela permet en fait de découvrir de l'intérieur cet autre monde. On est toujours dans la problématique alter-ego, donc l'autre est-il un autre moi-même? Ou bien est-ce que moi-même je ne suis pas autre? Et donc c'est ici un moyen d'aborder cette
ce deuxième point de notre interrogation. Est-ce que moi-même, je ne suis pas autre que ce que je pense? Donc, à quel voyage imaginaire nous invite en fait notre ami Rabelais? Eh bien, dans un premier temps, je vais le prendre au pied de la lettre. Nous voyageons, comme son narrateur, à l'intérieur de la bouche d'un géant. Et effectivement, quand on lit le texte, on se rend compte qu'il y a des localités buccales. On est à l'intérieur de la bouche, on est au niveau des dents, au niveau des lèvres, donc on retrouve un champ lexical de la bouche. Mais on a des lieux aussi géographiques qui permettent de faire des comparaisons, d'y cheminer comme l'on fait dans l'église Sainte-Sophie à Constantinople. Donc Sainte-Sophie, à cette époque-là, c'est la plus grande église chrétienne du monde. Saint-Pierre au Vatican n'a pas encore été construite telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc cela vous montre à quel point c'est immense en fait. Donc cette immensité, elle est soulignée aussi par tous les adjectifs grands qui sont répétés pour donner une sorte de démesure. On compare les dents à des monts, les monts de Danzig en Pologne. Donc on a des éléments de géographie qui permettent les comparaisons, et puis on est quand même à l'intérieur de quelque chose de fabuleux. On effectue un voyage fabuleux, un voyage merveilleux, puisqu'il est proportionné à la dimension d'un géant. On est bien à l'intérieur de la bouche d'un géant. Donc le voyage est simplement proportionné au gigantisme de Pantagruel, et c'est ce qui provoque un petit peu le comique, puisque effectivement c'est à la fois comique et merveilleux, ça ne peut pas se produire. Et pourtant, le narrateur dit que Jupiter me terrasse de son triple foudre si je mens à ce sujet. Vous voyez bien que cette touche comique souligne l'invraisemblance. À la fois, c'est je ne mens pas, mais en fait je mens. Autrement dit, j'imagine. Je suis dans l'imagination. Et finalement, on va se rendre compte qu'à l'intérieur de la bouche de ce géant, il y a presque toute l'Europe qui est décrite, avec Sainte-Sophie à Constantinople, et l'Asie aussi, c'est-à-dire tout le monde connu. Sainte-Sophie à Constantinople, les monts de Danzig en Pologne, Lyon et Poitiers en France. Et puis, finalement, on va vous parler par la suite d'un autre monde, mais je vais y revenir. C'est donc en fait un voyage autour du monde que nous convie Rabelais à l'intérieur de la bouche de ce géant. C'est comme si le monde connu et le nouveau monde étaient à l'intérieur de la bouche de ce géant. Vous avez justement toutes ces références au monde connu, mais finalement, le narrateur vit des périples tout à fait ordinaires, celles que l'on peut avoir au cours d'un voyage, justement. Il fait des rencontres avec des gens, il décrit les paysages, il dialogue. Je racontais au sénateur, vous avez du discours indirect, semi-narrativisé ici, je racontais au sénateur. Il me dit qu'en vérité, ça c'est du discours indirect. Donc, au cours d'un voyage, on fait des rencontres, on discute, on voit des lieux, on mange, on reste à demeure bien 4 mois. Autrement dit, on a le récit, le passé simple qui est là pour montrer toutes les actions banales d'un voyage ordinaire et de la découverte de l'autre.
On a aussi une description ethnologique de ce monde, avec son économie, sa justice, sa politique. Vous avez combien gagnent les gens à la journée pour dormir. On vous parle de péripéties de malfaisants et de brigands par nature qui ont détroussé le narrateur. Et finalement, on voit bien qu'ici, le récit de voyage est utilisé pour raconter ce qui se passe à l'intérieur de la bouche de ce géant. Autrement dit, il y a aussi à l'intérieur de la bouche de ce géant un monde et même d'autres mondes. C'est-à-dire que on a l'impression que finalement toute la Terre, tout le monde, cette fois-ci à la fois l'ancien monde et le nouveau monde, et à l'intérieur de la bouche du géant. Et regardez, puisque oui, commençons par le prouver, puisque vous avez des gens qui vivent en deçà des monts et au-delà des monts, donc une coupure, hein, une rupture entre l'ancien monde, le nouveau monde. Et puis évidemment, vous avez toujours les mêmes préjugés qui dominent, c'est-à-dire que les autres sont toujours moins bien que soi. Il fait bien meilleur vivre en deçà et l'air y est meilleur. Et on ne se fait pas détrousser surtout. La comparaison est évidente avec la dernière phrase. Là, je me suis mise à penser qu'on ne se trompe pas quand on dit que la moitié du monde ne sait pas comment l'autre vit, vu que personne n'avait encore écrit sur ce pays-là. Et elle est très intéressante, cette dernière phrase, parce qu'elle est extrêmement ouverte. Ça veut donc dire qu'il existe encore plein d'autres choses à découvrir, qu'il existe encore plein d'autres choses à dire et à écrire sur d'autres personnes. Si on n'a pas encore trouvé la moitié de ce monde, c'est que ce monde est absolument immense. Donc si on met en plus de ça, en parallèle, qu'on a en fait le monde ou des mondes à l'intérieur d'un même monde qui est lui-même contenu à l'intérieur de la bouche d'un géant, on a une sorte de mise en abîme. Mais elle n'est pas terrifiante. Pourquoi ? Parce qu'elle est justement contenue par la bouche du géant. Et finalement, c'est assez... comment dire ? C'est assez rassurant. Parce que finalement, la mesure, celui qui peut avoir la juste mesure, c'est le géant Pantagruel. Et ce géant est peut-être justement une métaphore pour désigner l'humanité tout entière. Et donc voilà pourquoi ce n'est peut-être pas finalement aussi terrifiant, cette mise en abîme de monde dans des mondes dans des mondes, que pour un Pascal, par exemple. Qui fera dans son texte Les Pensées un passage sur les deux infinis où l'homme est finalement pris entre ces deux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment grand, et où il se sent totalement perdu. Puisque Pascal imagine donc demande à l'homme au départ d'imaginer l'infiniment grand, et ensuite à partir d'une puce d'imaginer l'infiniment petit, c'est-à-dire l'univers qu'il y a à l'intérieur de cette puce, de ce petit acarien en fait, de ce ciron. Et on a l'air comme ça pris dans un vertige. Ici il n'en est rien, puisque finalement le narrateur est à l'intérieur de la bouche d'un géant. Et cette bouche peut justement être très intéressante, parce que la bouche c'est le lieu de la parole, c'est le lieu de la boisson aussi, et donc peut-être que par la parole, en arrivant à nommer les choses, c'est peut-être rassurant d'une certaine manière. Et puis on est dans la bouche d'un géant, donc tout va bien, en quelque sorte, c'est contenu. Cette mise en abîme-là, elle est contenue. Et puisque nous sommes dans la bouche d'un géant qui peut représenter l'humanité tout entière, peut-être que c'est une façon pour François Rabelais de nous parler un petit peu de la médecine.
et de nous expliquer que finalement peut-être que notre corps humain est à explorer de la même manière que l'on explore les mondes, que l'on explore le nouveau monde, que l'on explore ces mystères, ces mystérieuses îles, ces mystérieux pays lointains. Autrement dit, notre propre corps humain pourrait être un pays merveilleux, peuplé de mondes, d'univers. Et effectivement, on a une description assez médicale qui se passe à l'intérieur de la bouche. Vous avez les dents, vous avez les lèvres, mais vous avez aussi la gorge, les monts, les contrées et les monts, les dents qui font en quelque sorte une sorte de barrage. Et puis, vous avez aussi cette idée que s'il fait meilleur vivre en deçà et l'air y est meilleur, c'est que peut-être, vous savez, la laine à l'intérieur de la bouche et la ventilation de la respiration s'y font. Donc, c'est la mauvaise haleine et c'est la respiration. Donc il y a peut-être là déjà la description de la respiration, en tout cas d'un passage possible de la respiration et de l'haleine, donc quelque chose d'un petit peu médical. Et c'est tout de même très intéressant de voir que la langue, j'ai cheminé comme on fait dans l'église Sainte-Sophie à Constantinople, est comparée à cette église Sainte-Sophie, puisque Sophia en grec, ça veut dire la sagesse. Donc peut-être que cette langue, c'est aussi le lieu du savoir, cette bouche, c'est aussi le lieu du savoir. Il y a peut-être dans la bouche du géant, dans la bouche de l'humanité, tout le savoir de tout le monde. C'est peut-être pour ça que finalement, le fait d'avoir cette mise en abîme contenue dans la bouche du géant est rassurante. Si j'avais donc à reprendre tout ce que je viens d'expliquer, on voyage effectivement dans la bouche d'un géant, on est dans un récit comique, fabuleux, mais qui sert aussi de phénomène de distanciation pour pouvoir parler en fait des voyages et des pays extrêmement lointains qui ont été des découvertes capitales de ce nouveau monde, et que finalement ce voyage autour du monde est peut-être aussi une manière d'envisager de façon plus médicale un voyage à l'intérieur du corps humain. Et donc j'en reviens à ma première question. Suis-je autre ? C'est-à-dire qu'on croit à cette époque-là le corps humain fait de telle ou telle façon, mais peut-être que je ne suis pas tel que je crois être. Alors là, je le prends dans un sens médical, ça peut être aussi dans un sens beaucoup plus psychologique ou philosophique. Donc, le moi est peut-être fait de tout un tas de petites sortes d'autres. Et ça, c'est peut-être très intéressant aussi à prendre en compte. Surtout qu'à cette époque-là, effectivement, avec les premières dissections interdites, on va faire de grandes découvertes sur le corps humain, chirurgicalement parlant. Et puis c'est à cette époque-là aussi que l'on va commencer à parler de circulation sanguine, un autre grand bouleversement. Je vous avais parlé de ce grand bouleversement du mouvement céleste, mais à l'intérieur de notre corps, nous avons aussi un mouvement, la circulation sanguine. Et cette circulation sanguine sera bien plus tard théorisée par un certain Harvey, au XVIIe siècle, mais dès le XVIe siècle, il y a des précurseurs qui comprennent comment fonctionnent à peu près les artères et les veines et le rôle du cœur dans tout cela. Donc, c'est pour vous montrer qu'à cette époque-là, on s'interroge sur l'être humain, mais pas uniquement l'être humain dans le sens ethnologique, un peuple autre, ou anthropologique, finalement ce qui nous rassemble tous, mais aussi sur un plan plus anatomique, plus biologique. Et c'est aussi à prendre en compte. Voilà, je pense que j'ai été assez claire sur cet alter ego, sur cet ego alter qui est aussi en moi.
J'espère vous retrouver très très vite pour évidemment vous donner toutes les explications, toutes les clarifications qui vous manquent si je n'ai pas été très claire. Et je vous invite à faire le QCM pour notre prochaine entrevue. Merci à tous. Au revoir.